Bienvenue dans ce premier cours qui est donc un crash course en probabilité. Donc le cours de théorie des files d'attente en fait va utiliser fortement la théorie des probabilités pour simuler, si on veut, l'arrivée dans les files d'attente qui ne soit pas une constante, donc qui sera un élément aléatoire. Alors, comme exemple introductif, je vous ai pris ce problème-là, mais je le traiterai dans la vidéo d'à côté, pour ici me concentrer plutôt sur l'aspect cours de probabilité ou rappel des cours de probabilité. Alors, les premiers pas en proba, donc quand on fait un cours de proba en partant de zéro, la base, en fait, c'est la théorie des ensembles, où on définit ce qu'est un univers, ce que sont des événements, l'événement complémentaire, l'intersection, l'union, les différences symétriques, etc., et puis l'interprétation de tous ces événements-là par rapport à la théorie des probabilités. Donc voilà, donc déjà il faut partir de ce qu'on appelle une expérience aléatoire, donc une expérience dont l'issue n'est pas certaine. Ce qu'on connaît sont les différentes issues possibles, mais de celle qui va de manière certaine réaliser, elle on ne la connaît pas. Bon, du style, on lance un dé à 6 faces, donc vous connaissez les issues possibles 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous ne savez pas laquelle va être réalisée. Une pièce de monnaie équilibrée ou pas, ben, c'est pareil, pile ou face, on connaît les issues, toutes les issues possibles, mais on ne sait pas laquelle elle va être réalisée, le lancer de 2 dés, etc., etc. Voilà, donc cet univers des possibles, c'est ce qu'on note grand oméga, et on appelle donc l'univers, hein. Donc l'ensemble des issues possibles de l'expérience aléatoire. Donc pour le dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, le lancer de pièces, c'est pile face, etc., etc. Donc l'ensemble de toutes les issues possibles. Alors, avec ça, déjà, on peut faire des choses. Déjà, on peut avoir la notion d'événement. Un événement, c'est quoi? C'est simplement une partie de l'univers. Donc, si par exemple vous lancez un dé à 6 faces, un événement, c'est le résultat est pair, le résultat est plus petit que 4, le résultat est plus grand que 2, etc. etc. Ok. Donc voilà, par exemple, euh, ce que peut être un événement. On parle aussi d'événements élémentaires lorsque ce sont des singletons, ces événements-là, mais sinon, un événement, c'est donc une partie de oméga. Si la partie ne contient qu'un seul élément, donc on le note en général petit oméga comme ça, et c'est un événement élémentaire. Et avec ces événements et notre univers, bon, on peut faire déjà des premières choses en lien avec l'ensemble, avec la théorie des ensembles. Donc on peut faire le complémentaire d'un événement, donc c'est aussi un événement. On peut faire l'union de deux événements, on peut faire l'intersection, on peut faire les différences comme ça, ou les différences symétriques. Donc là c'est A privé de B, d'accord? Donc les éléments de A qui ne sont pas dans B. Voilà, on a l'événement vide, d'accord? Aucune réalisation possible, et puis l'événement certain, qui est donc tout oméga. Ce sont bien toutes les deux des parties de grand oméga. Alors, jusque-là, on a juste vu de la théorie dans l'ensemble, hein. Et on peut donc faire des choses, hein, écrire des événements comme union, intersection, etc., d'autres événements. Alors maintenant, on va passer donc vraiment à ce qu'on appelle les probabilités, c'est-à-dire mettre des probabilités, mettre des chiffres, enfin des nombres, sur ces événements-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'une probabilité en théorie? Sur un ensemble oméga, c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des parties de oméga à valeur positive et qui vérifie, donc pour toutes les parties de grand oméga, donc pour tout événement de l'univers, la probabilité de cet événement-là est comprise entre 0 et 1. P de vide, donc vide c'est bien une partie de oméga, hein. Donc P de vide est forcément égal à 0, P de oméga c'est forcément égal à 1. Encore une fois, oméga c'est une partie de oméga, je prends tout. Et puis donc cette probabilité-là, donc cette fonction qui part de P de oméga dans 0,1, elle vérifie cette propriété-là, par exemple, hein, A et B disjoints, donc c'est-à-dire si A inter B est égal à vide, alors j'ai que la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus probabilité de B. Voilà, donc ça c'est une présentation axiomatique de ce qu'est une probabilité. C'est pas la seule, il y a d'autres façons de faire, hein. Bon, en général ça tourne toujours autour de la même chose. Mais vous pouvez par exemple avoir les probabilités élémentaires telles que la somme des probabilités élémentaires face 1 ou des choses comme ça. Bon, il faut bien que je prenne une définition, donc je prends celle-là qui est assez simple. Donc c'est donc une fonction qui est définie sur l'ensemble des parties de oméga, c'est-à-dire hein, tous les événements vont avoir une probabilité. Une probabilité, ce sera donc un nombre entre 0 et 1. Ce que je sais, c'est que la probabilité de vide, c'est 0, la probabilité de tout, c'est 1 de l'univers, et que si A et B sont disjoints, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus probabilité de B. Avec cette définition-là, on va pouvoir avoir ces propriétés-là, que vous connaissez tous, hein. La probabilité du complémentaire de A, c'est 1 moins P de A. La probabilité de A privé de B, c'est P de A moins P de A inter B.
la probabilité de l'union de deux événements, cette fois-ci non disjoints, hein, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Bon, on démontrera ça avec donc juste cette propriété-là, mais si vous voulez vous entraîner là-dessus, c'est très bien. Donc là, c'est vraiment la probabilité comme on a fait peut-être en lycée, au début du lycée. Et donc on peut calculer les probabilités d'événements, etc., d'événements complémentaires, d'événements qui s'écrivent comme l'union de deux événements ou l'intersection de deux événements, etc. Après, on va avoir une autre notion, donc on monte encore dans l'échelle de difficulté, qui est la notion d'indépendance. Donc deux événements sont dits indépendants si la probabilité de l'intersection de ces deux-là c'est égal au produit des probabilités. Alors va avec l'indépendance la notion, donc cette notion-là, elle n'a d'intéressant que avec les probabilités conditionnelles. Alors qu'est-ce que c'est? Donc soit B un événement de probabilité non nulle. Je définis la probabilité conditionnelle de A sachant que B est réalisé. Donc c'est ce qu'on note P de A sachant B comme. Donc deux points égales, c'est pour la définition de ce truc-là. Donc P de A inter B sur P de B. Et je la note aussi, donc le P de A sachant B comme ça avec la barre verticale. Je peux aussi la noter P indice B de A. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie, je sais que dans mon univers grand oméga, B est déjà réalisé. Par exemple, imaginez que je lance le dé de 6, B c'est, je sais que mon chiffre est pair, d'accord? Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir 1, 2, 3, sachant que mon chiffre est pair? Est-ce que ça change par rapport au fait d'obtenir 1, 2, 3, mais en ne sachant pas encore quelle est l'expérience, quoi? Quelle est la réalisation? Là, j'ai une information sur ma réalisation, c'est que je sais que le dé est donné un truc pair. Ok? Et ainsi de suite. Et donc on voit que on va avoir des probabilités différentes. Et justement, alors c'est la propriété qui est ici qui est très importante, c'est que ces probabilités conditionnelles-là, euh, enfin ces nombres-là, pardon, forment une probabilité sur grand oméga. Alors, petit, juste comme ça, juste en théorie, euh, la probabilité sachant B de B complémentaire, du complémentaire de B. Ça vaut forcément 0 parce que ici, donc je remplace A par B complémentaire, vous voyez, B complémentaire inter B ça fait vide, d'accord, et P de vide ça fait 0, ok. Donc vous voyez que B, il n'est pas, le complémentaire de B, pardon, il n'est pas forcément à la base de probabilité nulle, mais si je dis que B est satisfaite, donc sachant B, alors la probabilité de complémentaire de B devient nulle. Ok, donc vous voyez que P de B, celle-ci, P de sachant que B est réalisé, et puis la probabilité initiale sur mon univers, c'est deux choses différentes. Et là, ce que ça dit ici, c'est que la première, elle vérifiait les probabilités, donc cette propriété-là, par exemple, et ce que ça me dit, ça, c'est que celle-ci aussi vérifie cette propriété. Ok, ce qui n'était pas a priori gagné, quoi. Alors, cette probabilité conditionnelle, c'est vraiment très important dans toute la suite du cours, hein, donc c'est pour ça que j'ai remis la définition, etc. Euh, Ce qui va nous importer, donc alors déjà avec la notion d'indépendance, puisqu'on vient de le traiter. Donc la notion d'indépendance, si A et B sont indépendants, alors le fait de connaître quelque chose sur l'expérience aléatoire, donc le fait de savoir B, donc P de A sachant B, c'est la même chose que P de A. Donc intuitivement, le fait d'avoir des informations sur la réalisation de l'événement B, vous savez que B est réalisé, ça n'influence pas la probabilité de l'événement A. Okay, donc deux possibilités pour utiliser l'indépendance. Enfin, soit dans le texte c'est marqué c'est indépendant, en général ce sera le cas, et donc on pourra utiliser la propriété P de inter B est égal à P de A fois P de B, ce qui dans le cas des probas conditionnels, donc vous voyez que P de A sachant B ça fait P de A fois P de B, hein, puisqu'elles sont indépendantes, divisé par P de B, donc ça fait bien P de A, ce que j'annonce ici. Ok, donc soit ça, soit si on doit démontrer que ce sont deux trucs indépendants, il faudra démontrer cette égalité-là, ok, pour pouvoir utiliser après les autres propriétés. Alors, euh, donc le conditionnement, hop, c'est juste la diapo d'après, le conditionnement, ça va être très utile pour donc calculer des probabilités, parce qu'on va pouvoir, parfois, la probabilité d'un événement, on ne le connaît pas, mais on sait la probabilité d'un événement sachant que quelque chose s'est déjà passé. Et donc on a donc ce qu'on appelle la formule des probas totales. Donc EI, une partition en fait de oméga. Donc là on appelle en probabilité, on appelle ça système complet d'événements.
Donc il faut que l'union des EI soit oméga tout entier et que les EI soient 2 à 2 disjoints. Ok, donc ici. Et donc on a cette formule des probas totales qui nous dit que quand je prends n'importe quel événement B, alors en fait cet événement B là, il va avoir une trace sur chacun des EI, et cette trace sur chacun des EI, d'accord, donc B inter EI, bah, ça me fait B, quand je fais hop là, d'accord, c'est B inter EI, ça me fait P de, alors B sachant EI divisé par, fois, pardon, P de EI ici. Ok, donc voilà, ça me donner cette formule là. Voilà, et donc là, ça me permet d'écrire n'importe quel événement par rapport à, en fait, une première base, si on veut, d'événements. Donc, les EI qui formera un système complet d'événements. Ok, et maintenant, avant, j'avais à calculer P de B, et maintenant, je n'ai qu'à connaître les B sachant EI. D'accord, fois la probabilité des EI. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser, c'est-à-dire que dans beaucoup d'exercices, on connaît seulement ceci. Alors, si jamais je reprends des exercices de terminale que vous avez dû peut-être faire, il y a beaucoup, par exemple, lorsque on prend un vaccin ou on ne prend pas un vaccin, d'accord. Donc, sachant qu'une personne, euh, enfin, si jamais une personne a pris un vaccin, la probabilité qu'elle soit malade est beaucoup plus faible que si elle n'a pas pris le vaccin, d'accord. Et donc, dans le passé, il y a deux événements, soit j'ai pris un vaccin, soit j'ai pas pris le vaccin, et la probabilité d'être malade, ça devient la somme entre la probabilité d'être malade, sachant que j'ai pris un vaccin, fois la proportion de gens qui ont pris le vaccin, plus euh, la probabilité d'être malade, sachant que je n'ai pas pris le vaccin, fois la probabilité de ne pas avoir pris le vaccin. Okay, ça vous donne la probabilité d'avoir une personne malade tirée au sort dans votre univers. Donc voilà, souvent, on n'a pas accès forcément à P de B, d'accord. Mais pour le calculer, ce qui a du sens, c'est de B sachant un événement du passé. Voilà, alors un exemple, donc rien de génial, hein. Donc un exemple que l'on va faire bah, sur le côté, sur une autre vidéo, où donc justement on va pouvoir utiliser ces probabilités conditionnelles là. Alors en lien aussi avec les formules de proba totale, il y a la formule de Bayes que vous voyez ici, que je vous expliquerai sur l'exemple parce que en fait ça ne dit rien du tout, hein. C'est vraiment juste inverser la formule des probas totales, pef paf, et voilà. Mais expliquer comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc, mais la réalisation, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Voilà, donc je l'expliquerai au travers de cette question-là en lien avec l'exercice d'avant. Et donc on passe à la dernière partie des probabilités, enfin dernière pas encore, mais le plus théorique si on veut. Donc si je reprends la base, c'est la théorie des ensembles, puis la première couche, c'est la couche des probabilités, avec P de A union B égale à P de A plus P de B si A et B disjoints. Et puis peut déjà faire des choses. Puis on passe à la notion d'indépendance et de probabilité conditionnelle, et on peut faire d'autres choses, on peut calculer des probabilités à laquelle on n'avait pas forcément accès à la base. Et maintenant, nouvelle couche, nouvelle surcouche, hein, la théorie des variables aléatoires. Alors une variable aléatoire, c'est une variable dont la valeur dépend de l'issue d'une expérience aléatoire. Voilà, donc en fait, vous tirez un dé, mais ce qui vous intéresse, c'est pas tant le résultat du dé que la valeur que va prendre votre expérience aléatoire X en fonction de cette issue aléatoire. Ok, donc comme ça a l'air bizarre, mais euh, on verra plein d'exemples et puis ça vous prendra, enfin ça vous semblera normal. Alors E de X de oméga, c'est l'ensemble des états. Donc ma variable aléatoire, elle s'appelle X, mon espace de départ c'est oméga, donc ça c'est l'image de oméga par X et c'est E. Quelque chose de très particulier dans les variables aléatoires, c'est qu'on s'intéresse souvent seulement aux valeurs qu'elles prennent et pas à l'ensemble de départ. Alors, je précise que c'est vraiment spécial parce que en mathématiques, en général, on s'intéresse, dès qu'on a une fonction, on s'intéresse à l'ensemble de définitions. Parce que la fonction, elle va avoir des propriétés seulement par rapport à l'ensemble de définitions. Euh, Est-ce qu'elle est continue sur i ou pas? Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est dérivable? Est-ce qu'elle est intégrable, etc. C'est toujours par rapport à l'ensemble de définitions. Là, on va avoir une notion dont l'ensemble de définitions, en fait, on va quasiment jamais l'expliciter, d'accord? Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est seulement les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire-là. Ok. Bon, on verra plus tard pourquoi, comment. Voilà. Peut-être juste pour expliquer ça, imaginez vous avez, on tire aux fléchettes de manière complètement aléatoire, et donc on a une cible. Alors on est sûr d'atteindre la cible au moins hein, avec le truc hein, pour simplifier.
Et on a une cible donc avec, vous savez, 50 au milieu, 40, 30, 20, 10, d'accord? Bon, donc la probabilité, ça va être de tirer dans les coordonnées cartésiennes du disque là, de la cible. Voilà, donc on tire au hasard là-dedans. Et donc ça va être l'issue, ça va être sortir le point de coordonnées 5, 9, etc. Alors que la variable aléatoire, ça peut être par exemple la zone dans laquelle vous allez être. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est que le nombre de points que vous allez avoir, c'est donc soit 0, 10, 20, 30, 40, 50. Et puis la probabilité d'avoir 0, c'est donc la probabilité d'être hors cadre par exemple. La probabilité de 10, c'est donc l'aire de 10 divisé par l'aire totale du disque. Et puis l'aire de 40, c'est, enfin bref, vous avez compris, l'aire de la couronne, quoi, hein, par rapport à l'aire totale de la cible, et ainsi de suite. Donc ce qui va nous intéresser, c'est donc les valeurs que prend X, par exemple le nombre de points que votre cible, que votre fléchette touche, et on va avoir des probabilités sur ça. Ok? Alors, néanmoins, et c'est là où ça se complique, parce qu'on va avoir, dans ce cours, on va vraiment avoir besoin de cette distinction-là. Donc X, il prend des valeurs, des nombres. Mais il y a deux types de nombres, si on veut. Donc si jamais l'ensemble d'arrivées, hein, l'ensemble des valeurs, c'est Z ou N, enfin bref, on va parler de variables aléatoires discrètes, et si c'est dans R, on va parler de variables aléatoires continues. Alors là, c'est vraiment complètement différent. Donc vous avez des variables aléatoires qui prennent des valeurs discrètes. Par exemple, si vous dénombrez, hein, ou mon jeu de fléchettes, par exemple, vous voyez, et il prend des valeurs 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc c'est bon, c'est une variable discrète. Mais si par exemple vous tirez un temps, là ça va plutôt être une variable continue. Parce que vous avez le temps, bon le temps c'est a priori ce qu'il y a de plus continu, hein, même si... bon bref, donc euh, voilà, et il y a cette grande différence là, et les méthodes vont être complètement différentes. Ici, là, dans les discrètes, en fait, je peux dénombrer. Peut-être j'en ai une infinité, mais je peux dénombrer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Alors que les variables continues, je ne peux pas. Entre 0 et 1, il y a 0,5. Entre 0 et 0,5, il y a 0,125. Entre 0 et 0,125, il y a etc. etc. Ok. Je ne rentre pas dans le détail de l'exemple que je viens de donner parce que il y a un problème en fait sur ce que je dis, mais c'est pas grave. D'accord, donc contentons-nous de ça. Ici, les variables aléatoires discrètes, c'est dans Z ou N, d'accord? Donc les valeurs, c'est dans 0, 1, 2, 3, 4, et éventuellement moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et là, donc, c'est tous les réels. Donc ces deux ensembles sont infinis, possiblement, mais ils n'ont rien à voir au niveau cardinalité de l'infini. Voilà. Alors, cas d'une variable aléatoire discrète. Donc x est une variable aléatoire discrète, donc elle prend ses valeurs dans z, d'accord? Et pour connaître ma variable aléatoire x, il faut que je connaisse toutes les probabilités que ce grand X vaille n lorsque n décrit z, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut avoir la probabilité que x soit égal à 0, à 1, à 2, à 3, etc. Et puis si c'est vraiment z, il faut aussi la probabilité d'être égal à moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Ok? Donc il faut la connaissance de toutes ces valeurs-là, ou la connaissance aussi de toutes les valeurs cumulées, hein. Donc ça, la fonction de répartition, c'est simplement le cumul. Donc au lieu d'avoir la valeur en n, vous prenez, donc si jamais je mets fx de n, vous prenez la somme des valeurs qui sont strictement, enfin, inférieures ou égales à n. Ok. Et vous voyez que si jamais je connais toutes les valeurs de la fonction de répartition, en faisant la différence entre fx de n moins fx de n-1, hein, j'obtiens la probabilité de x est égal à n en fait. Ok. Donc voilà, donc avoir l'une ou l'autre, c'est équivalent. C'est-à-dire que définir le loi de probabilité, soit je le définis par la donnée de toutes les p de x est égal à n, soit je définis par la donnée de toutes les fx de n, c'est-à-dire la probabilité que x soit inférieur ou égal à n. Alors petite parenthèse, hein, on peut aussi le définir par la probabilité que tous les x soient strictement plus grands que n, ou supérieur ou égal, etc. Hein, d'accord. Mais c'est pour dire que si on préfère les fonctions cumulées, il n'y a pas de souci par rapport à la loi de probabilité. Et dans le cas continu, alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est beaucoup plus compliqué. Dans le cas continu, on va avoir donc une fonction de densité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la probabilité que x soit égal à un nombre, d'accord, va être nulle, en fait, tout le temps nulle. Par contre, ce qui va avoir un sens, c'est que le x, notre variable aléatoire, soit compris entre deux valeurs. Ok. Alors voilà, c'est ce que j'ai mis ici.
la probabilité que x soit compris entre a et b, et ben ça va être l'intégrale, donc l'aire sous la courbe, entre a et b, de une certaine fonction de x dx. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va avoir comme caractéristique? Donc c'est la fonction densité. Alors, petite note, là c'est petit f de x, fonction densité. Tout à l'heure c'était grand f de x, fonction de répartition. Là c'était dans le cas discret, hein, et maintenant on est passé au cas continu. Je reviens. Donc, qu'est-ce que notre fonction petit f de x doit avoir comme caractéristique? Ben, pour pouvoir faire une intégrale entre a et b, ben, il faut qu'elle soit intégrable, la fonction, hein, donc de répartition. Ah, 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 ben, pas ça, pas ça, pas ça. C'est pas la fonction de répartition, c'est la fonction de densité, densité, densité. Rien à voir avec répartition. Continue par morceau, donc c'est une condition suffisante d'intégrabilité, c'est une condition très simple, hein, donc en général on va prendre des fonctions continues par morceau, comme ça c'est intégrable. Et puis il faut bien sûr que l'intégrale sur tout le domaine, de moins l'infini à plus l'infini, ça vaille 1. Ok, donc c'est la fonction de densité ici, et pas de répartition. Ça c'est faux. Non, c'est pas ça. Et voilà donc ce qui termine cette présentation un peu théorique du premier crash course de Proba. Donc dans le deuxième, donc là vous allez avoir plusieurs petites vidéos sur les exercices, sur des démonstrations, sur des points, hein. Et donc le deuxième crash course, ça va s'intéresser aux lois de probabilité justement de ces variables aléatoires. Donc on va en voir trois qui vont nous être très utiles dans le cours. Donc la loi géométrique, c'est surtout pour avoir les techniques de calcul. Et puis après, deux lois continues. Donc non pas continues, excusez-moi. La loi de Poisson, aussi loi discrète, qui va nous être très utile parce que ça va être l'arrivée des files d'attente, le taux d'arrivée des files d'attente, on verra ça plus tard, et puis la loi exponentielle avec ses propriétés. D'accord. Donc le premier cours, c'était juste pour réviser tout ça, et ça fait déjà beaucoup, hein, je crois, hein. Donc si vous avez réussi à survivre, c'est parfait, bravo.